Les mâchoires du requin sont armées de 5 ou 6 rangs de dents en haut et en bas. Elles sont plates, tranchantes sur les côtés, aiguës et taillées comme des lancettes. Il n'en a que 2 rangs perpendiculaires. Les autres sont couchés et disposés de manière qu'elles remplacent, par un mécanisme admirable, celle qu'il est souvent exposée à rompre. On l'amorce avec une pièce de chair embrochée d'un croc de fer. Avant de le tirer de l'eau, on lui passe à la queue un nœud coulant, et lorsqu'il est sur le pont et qu'il s'efforce d'estropier les matelots, on la lui coupe à coups de hache. Cette queue n'a qu'un aileron taillé comme une faux. Les Chinois en font cas comme d'un remède aphrodisiaque. Au reste, la pêche de ce poisson n'est d'aucune utilité. J'ai goûté de sa chair qui a un goût de raie, avec une forte odeur d'urine. On dit qu'elle est fiévreuse. Les marins ne pêchent ce poisson que pour le mutiler. On lui crève les yeux, on les ventre, on en attache plusieurs par la queue et on les rejette à la mer. Spectacle digne d'un matelot. Le requin est si vivace que j'en ai vu remuer longtemps après qu'on leur avait coupé la tête. Cependant, j'en ai vu noyer fort vite en les plongeant plusieurs fois lorsqu'ils sont accrochés à l'hameçon. On trouve presque toujours sur le requin un poisson appelé sucet. Il est gros comme un hareng. Il a sur la tête une surface ovale un peu concave avec laquelle il s'attache en formant le vide, au moyen de 19 lames qui y sont disposées comme les tringles d'une jalousie. J'en ai mis de vivants sur un verre uni, d'où je ne pouvais les arracher. Ce poisson a cela de très singulier qu'il nage le ventre et les ouïes en l'air. Sa peau est grenelée et sa gueule armée de plusieurs rangs de petites dents. Nous avons plusieurs fois mangé des sucets et nous leur avons trouvé le goût d'artichaut frit. Outre le pilotin et le sucet, le requin nourrit encore sur sa peau un insecte de la forme d'un demi-pois avec un bec fort allongé. C'est une espèce de poux. Le marsouin est un poisson fort connu. J'en ai vu une espèce dont le museau était fort pointu. Les matelots l'appellent la flèche de la mer. À cause de sa vitesse, j'en ai vu caracoler autour du vaisseau, tandis qu'il faisait 2 lieues à l'heure. On darde cet animal, qui souffle lorsqu'il est pris et semble se plaindre. C'est une mauvaise pêche. Sa chair est noire, dure, lourde et huileuse. J'ai vu aussi une dorade, plus léger, dit-on, des poissons. On prétend, mais à tort, que c'est le dauphin des anciens, dont Pline nous a donné une ample description. Quoi qu'il en soit, nous n'éprouvâmes point son amitié pour les hommes. Nous vîmes, à une grande profondeur, briller ses ailerons dorés et son dos du plus bel azur. Quelquefois nous avons vu, à une demi-lieue, des baleines lancer leurs jets d'eau. Elles sont plus petites que celles du nord. Elles me paraissaient, de loin, comme une chaloupe renversée. Telles sont les espèces de poissons que j'ai vues jusqu'à présent. On voit des requins dans le calme, ordinairement les dorades les suivent. Les marsouins paraissent quand le vent franchit. Pour les thons, nous les avons depuis 6 semaines. Si ce détail vous a ennuyé, songez quels doivent être mes plaisirs. Il n'en est point pour l'homme sur un élément étranger dont aucun des habitants n'a de relation avec lui. Mai 1768. Du premier. Au lever du soleil, un vaisseau se trouva dans nos eaux, et nous ayant gagné insensiblement, vers les 10 heures du matin, il était par notre travers. Nous remarquâmes que toutes ses voiles étaient fort vieilles et qu'il avait fait branle-bas, c'est-à-dire que les coffres et les lits de l'équipage étaient sur le pont. Il nous questionna en anglais. Bonjour, comment s'appelle le vaisseau? D'où vient-il? Où va-t-il? Nous lui répondîmes et l'interrogeâmes dans la même langue. Il venait de Londres, d'où il était parti il y avait 64 jours, il allait en Chine. Le vent nous empêcha d'en entendre davantage. Il était percé à 24 canons et paraissait du port de 500 tonneaux. Il nous souhaita bon voyage et continua sa route. Vue des frégates, thon et bonites. Les 2 et 3, nous vîmes encore le vaisseau anglais. Les thons, qui nous accompagnaient depuis si longtemps, nous abandonnèrent et le suivirent. Nous eûmes des grains violents de l'ouest. Ces variations viennent, à mon avis, du voisinage de la baie de tous les saints. J'estime que les courants et la dérive nous ont portés plus près que nous ne croyions de l'Amérique. Les 4 et 5, le vent fut violent et variable. Nous vîmes un Fouquet,
oiseaux gris et noirs, des frégates et des fous qui plongeaient pour attraper du poisson. Les 6 et 7, bon frais et belle-mère. La nuit dernière, nous eûmes des grains violents. Nous vîmes des frégates prenant le soir leur route au nord-est. Du 8 et du 9. Hier, le vent fut très violent, la mer grosse. On amena les perroquets et les petites voiles. On prit un ris dans les huniers. Ce matin, pendant le déjeuner, nous fûmes chargés d'un grain très violent, avec toutes les voiles dehors. Le vaisseau se coucha et l'eau entra dans les sabords. Vers le soir, le temps se calma, ce qui arrive d'ordinaire lorsque le soleil se trouve dans la partie opposée au vent. Nous vîmes une quantité considérable de goélettes blanches et de fouquets, signe du voisinage de la terre d'où viennent ces orages. Les 10, 11 et 12, bon frais et belle-mère, vus des fouquets ou taille-vent, des goélettes et des bonites. Le 13, il fit calme. On calfeuta la chaloupe. À 9 heures du soir, étant en conversation avec le capitaine dans la galerie, je vis tout l'horizon éclairé d'un feu très lumineux, courant de l'est au nord et répandant des étincelles rouges. Pendant le jour, les nuages étaient arrêtés et représentaient une terre du côté du sud. Le 14, nous eûmes des grains violents et un peu de tonnerre. Ici finissent communément les vents de sud-est qui, quelquefois, vont jusqu'au 28e degré de latitude. Nous attendons les vents d'ouest, avec lesquels on double le cap de Bonne-Espérance. Nous vîmes des fauchets ou taille-vent. Les 15 et 16, grosse mer et grains pluvieux, nous vîmes les mêmes oiseaux. Les 17, 18 et 19, le temps fut beau, quoique mêlé de brume. Nous distinguions une lame venant de l'ouest, qui présage ordinairement que le vent doit en venir. Nous vîmes hier au soir un second météore lumineux, et dans l'après-midi, une baleine au sud-ouest à 1 lieue et demie. On prétendit le matin avoir vu un oiseau de mer appelé mouton du Cap. Cet oiseau se trouve dans les parages du Cap de Bonne-Espérance. Les 20 et 21. Temps pluvieux, vent variable, l'air est froid. Nous vîmes une baleine à portée de pistolet. On prétendit avoir vu des damiers, oiseaux voisins du Cap. Nous vîmes des taille-vents. Les 22 et 23, vent froid et violent, grosse mer. Le vent déchira les huniers lorsqu'on y voulait prendre des ris. On en mit de 9, ce qui nous tint plus de 3 heures sous nos grandes voiles. Je vis distinctement des damiers et quantité de taille-mer. Le 24, nous vîmes une envergure, autre oiseau marin. Grosse mer, bourrasque fréquente, mêlée de pluie. On prétend que ces orages viennent du voisinage de l'île de Tristan d'Acunha. Le 25, je vis un mouton du Cap. Les vents tournèrent à l'ouest, mais furent toujours orageux. Le 26, vent violent. Vers le soir, un grain nous surprit avec toutes nos voiles dehors. Le vaisseau ne put arriver. Il vint au vent et fut coiffé. Vous ne sauriez imaginer notre désordre. Enfin, on manœuvra si heureusement qu'on échappa de ce danger où il pouvait nous en coûter au moins nos mâts. Nous vîmes les mêmes oiseaux. Nos pauvres matelots sont bien fatigués. Après un orage, on ne leur donne aucun rafraîchissement. Les 27 et 28, les vents furent variables et froids. La carène du vaisseau est couverte d'une herbe verte qui n'a gardé sa couleur que du côté exposé au soleil. Les 29 et 30, temps frais mêlés de grains violents. Nous prîmes des ris dans les huniers. Nous vîmes les mêmes oiseaux, des alcyons et des marsouins. Ils étaient petits, marbrés de brun sur le dos et de blanc sous le ventre. Le 31, les vents tournèrent à l'ouest. On s'estime à 200 lieues du cap. Et par notre point, à 300. Nous vîmes les mêmes oiseaux. Observation sur le ciel, les vents et les oiseaux. Les étoiles m'ont paru plus lumineuses dans la partie australe que dans la partie septentrionale. On distingue, outre la croix du sud, les Magellans, qui sont 2 nuages blancs formés d'un amas de petites étoiles. On aperçoit à côté 2 espaces plus sombres qu'aucune des autres parties du ciel. Le crépuscule diminue en approchant de la ligne, en sorte que la nuit est presque entièrement séparée du jour. On explique assez bien comment le crépuscule augmente avec la réfraction des rayons vers les pôles. Dans ces régions à peine habitées, la lumière est mêlée avec les ténèbres, surtout dans les aurores boréales, qui sont d'autant plus grandes que le soleil est moins élevé sur l'horizon. Quel inconvénient y eût-il eu que la nuit entre les 2 tropiques eût eu aussi quelques portions du jour? La nuit semble faite pour les Noirs de l'Afrique, qui attendent la fin de leur jour brûlant pour danser et se réjouir.
C'est dans ce temps que les bêtes sauvages de ces contrées viennent se rafraîchir dans les rivières et que les tortues montent au rivage pour y faire leur ponte. Ne serait-ce point que les rayons du soleil, quoique réfractés, donnent une chaleur sensible, ainsi de longs crépuscules eussent rendu la zone torride inhabitable. Au reste, les nuits dans ces climats sont plus belles que les jours. La lune dissipe à son lever les vapeurs dont le ciel est couvert. J'ai réitéré tant de fois cette observation que je me range en cela à l'avis des marins qui disent que la lune mange les nuages. D'ailleurs, peut-on rejeter l'influence de la lune sur notre atmosphère lorsqu'on lui en suppose une si grande sur l'océan? En deçà de la ligne, on trouve les vents du nord-est ou alizés, et au-delà les vents du sud-est ou généraux. Ces vents paraissent produits par l'air dilaté par le soleil et réfléchi par les pôles. Les vents de sud-est s'étendent plus loin que les vents de nord-est, comme vous le pourrez voir dans le journal des vents. On les trouve ordinairement au troisième et quatrième degré de latitude nord. Aussi le pôle sud est-il plus froid que le pôle nord, ce qui vient peut-être de ce que le soleil est plus longtemps dans la partie septentrionale. Les navigateurs qui ont tâché d'aborder aux terres australes ont découvert des glaces au 45e degré sud. Ces vents portent continuellement en Amérique les vapeurs que le soleil élève sur la mer Atlantique. Celles de la mer du Sud servent à féconder une partie de l'Asie et de l'Afrique. En général, les vents sont plus forts le jour que la nuit. Sans les nuages, il n'y aurait point de rivière, mais ils ne servent pas moins à la magnificence du ciel qu'à la fécondité de la terre. J'ai admiré souvent le lever et le coucher du soleil. C'est un spectacle qu'il n'est pas moins difficile de décrire que de peindre. Figurez-vous, à l'horizon, une belle couleur orange qui se nuance de vert et vient se perdre au zénith dans une teinte lilas, tandis que le reste du ciel est d'un magnifique azur. Les nuages qui flottent çà et là sont d'un beau gris de perle. Quelquefois ils se disposent en longues bandes cramoisies, de couleur ponceau et écarlate. Toutes ces teintes sont vives, tranchées et relevées de franges d'or. Un soir, les nuages se disposèrent vers l'Occident, sous la forme d'un vaste réseau, semblable à de la soie blanche. Lorsque le soleil vint à passer derrière, chaque maille du réseau parut relevée d'un filet d'or. L'or se changea ensuite en couleur de feu et en ponceau, et le fond du ciel se colora de teintes légères, de pourpre, de vert et de bleu céleste. Souvent il se forme au ciel des paysages d'une variété singulière, où se rencontrent les formes les plus bizarres. On y voit des promontoires, des rochers escarpés, des tours, des hameaux. La lumière y fait succéder toutes les couleurs du prisme. C'est peut-être à la richesse de ces couleurs qu'il faut attribuer la beauté des oiseaux de l'Inde et des coquillages de ces mers. Mais pourquoi les oiseaux marins de ces contrées ne sont-ils pas plus beaux que les nôtres? Je réserverai l'examen de ce problème à quelque autre article. Je vais vous décrire ceux que j'ai vus voler autour du vaisseau, avec les noms que leur donnent les gens de mer. Vous jugez bien que cette description ne peut guère être juste.